On va donc on va reprendre différents éléments. C'est un petit peu différent aujourd'hui de notre partie sur le Trumpland. On va avoir nos trois parties. Le Trumpland, on va avoir le journal des vaguelettes, bien évidemment, consacré entièrement au Canada. Et puis, on terminera sur l'œil des réseaux. Et donc, on va commencer cette partie sur le Trumpland sur un espèce de retour de tout ce qui s'est passé sur cette semaine, y compris et surtout les événements dont vous n'avez pas entendu parler, parce que c'est comme ça que meurt une démocratie. C'est dans l'ombre. Hein, d'ailleurs, c'est le slogan Democracy dies in darkness. du Washington Post avant l'achat de Jeff Bezos. Parce que bon, là, on va dire que c'est c'est le Washington Post, vu le nombre de personnes qui sont désabonnées, qui risquent de mourir dans la censure. C'est un autre sujet. Et donc, je voulais commencer par cette statistique je vous en avais un petit peu parlé lors de la dernière émission. Vous savez, vous aviez vécu ça. On a décrypté certains aspects de ce moment-là, de ce discours de Donald Trump devant le Congrès, Chambre des représentants, Sénat. C'était pas vraiment un State of the Union parce que c'est le premier discours du nouveau président, mais c'est le même principe. Et donc, on en a un petit peu parlé. Et un des aspects que je vous avais évoqué, donc je voulais vous partager cette statistique, c'était l'utilisation du mot « je » par Donald Trump pour ce discours. Pourquoi parce que cette obsession, hein, vous le voyez, 162 fois le mot « je », hein, « I » en anglais. Donc, on était en 2018, il n'y en avait que 51. En 2020, qui était son record, il y en avait 74. Ouais. C'est aussi, hein, c'est pas un accident, c'est une illustration de ce que Donald Trump souhaite faire de son mandat. On a parlé de dictature présidentielle. On en est là. C'est exactement l'esprit de montrer que Donald Trump est concentré sur sa personne. Il est l'incarnation du pouvoir et de tous les pouvoirs. Hein. C'est une réalité. Il veut avoir tous les pouvoirs. Il est en train, via Doge, en fait, Doge est une excuse pour reprendre le seul pouvoir que Trump n'a pas, qui est celui du porte-monnaie. Je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est un pouvoir du Congrès. Trump l'a appris à ses dépens lors de la première présidence. Ça allait contre sa notion du pouvoir, contre son expérience de PDG, hein, qui prend toutes les décisions. On le voyait qu'en plus, lui, hein, lorsqu'on a suivi le procès de Donald Trump pour les fraudes de la Trump Org, on a vu qu'il signait jusqu'au petit chèque, Ouais, des il fois apportait ça à son des chèques en bureau, dessous de 100 dollars. voilà, et au bureau Oval, lui apporter des chèques comme ça parce qu'il voulait voir chaque centime passer. Exactement. Et donc d'avoir découvert que ce n'est pas lui qui vote le budget, mais le Congrès. Donc c'est le Congrès qui distribue l'argent. C'est quelque chose qui le trouble. Et donc il y a en ce moment une volonté chez Trump, en utilisant Elon Musk, de récupérer, de reprendre ce pouvoir-là. Encore une fois, c'est une manière dont les démocraties meurent. C'est exactement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Il y a une autre manière dont la démocratie meurt et qui évidemment est celle de Donald Trump, qui est l'utilisation du mensonge. Et toute la semaine, Donald Trump qui intervient tous les jours devant les médias, sans qu'il y ait aucun fact-checking. D'ailleurs, hein, c'est assez intéressant comment il a compris le rythme d'une journée. Je vous rappelle, c'est un ancien producteur de télévision, donc il a compris le rythme d'une journée et il sait que s'il fait venir en milieu d'après-midi, en début d'après-midi des fois, les médias dans le bureau ovale, que ça va faire tout le reste de la journée, que ça va donner le là pour les journaux du soir, que dans cet exercice, hein, pour avoir l'accès, parce que maintenant, évidemment, la Maison-Blanche est en charge. Là aussi, c'est une manière dont la démocratie meurt. La démocratie est en charge la Maison-Blanche est en charge de choisir quels sont les journalistes qui ont le droit de venir. C'est comme ça qu'on a vu
l'arrivée de personnalités de médias ultra-Trump, comme Brian Glenn de OAN, qui est maintenant Real News America. Je ne me rappelle plus vraiment le titre, mais en tout cas, il y a cette volonté. Et évidemment, pour avoir le privilège de poser une question à Donald Trump, on ne va pas venir marcher sur ses plates-bandes. C'est-à-dire que, et c'était aussi quelque chose qui, je vous ai parlé la dernière fois de ce livre sur les Berlin 1933, sur les journalistes américains, anglais et français qui étaient à Berlin à un moment de la naissance du nazisme et qui ne disaient absolument rien, qui ne racontaient pas la vérité parce qu'ils voulaient continuer à avoir l'accès. On a exactement la même chose. Donc ce matin, du moins cette semaine, il ne s'est pas empêché, donc à chaque fois que les caméras sont braquées sur lui, de mentir ouvertement, y compris sur des choses complètement folles. Il a repris cette attaque contre l'OTAN. Hein. Trump est là pour diminuer la force de l'OTAN, affaiblir l'Europe. Donc c'est important que l'Europe s'unisse de son côté pour exister par rapport à ça, parce qu'il y a une volonté très claire pour faire le jeu de Poutine ou pas. Il y a une volonté affirmée chez Donald Trump d'affaiblir l'Europe. Et donc, qui dit affaiblir l'Europe dit affaiblir l'OTAN. Donc, multiplication des mensonges. Expliquer que, par exemple, il était persuadé qu'aucun pays ne viendrait en aide aux États-Unis si les États-Unis avaient besoin. La seule fois où l'OTAN, justement, a activé cette mesure qui est une mesure essentielle de son existence, c'était pour venir soutenir les États-Unis après le 11 septembre. Il a aussi attaqué le Japon en expliquant qu'il ne comprenait pas pourquoi le Japon ne s'impliquait pas militairement dans sa défense, en oubliant que après-guerre, c'était l'accord imposé par les États-Unis pour empêcher qu'il y ait une nouvelle puissance militaire japonaise. Après, on parle souvent de la guerre 39-45 vue du côté européen, mais il y a eu un énorme conflit aussi au niveau du Pacifique, au niveau du Japon. Et donc, c'est une volonté américaine qu'il n'y ait pas de puissance militaire. Donc tout ça, Trump ment. Et puis évidemment sur l'Ukraine au quotidien avec cette multiplication de ce mensonge sur l'aide envoyée à l'Ukraine. Un double mensonge. On va voir le tableau. Donc le premier mensonge, c'est de dire que les Européens ont investi moins de 100 milliards de dollars pour aider l'Ukraine, ce qui est faux, hein, c'est les pointillés en bleu, ce sont les déclarations de Trump, moins de 100 milliards de dollars. Voilà. Et puis, il dit en permanence que les États-Unis ont investi plus de 350, c'est le trait en rouge, 350 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Par moment, ce chiffre monte jusqu'à 500 milliards parce que c'est un chiffre rond donc que l'on se souvient. Et même vous voyez valeur que Mar-a-Lago, les 500 milliards, hein, c'est intéressant. Hein. Exactement. Et donc, vous voyez que lorsque on les confronte à la réalité, on voit que l'aide européenne est plus importante, plus importante que ce qu'il dit, est plus importante que celle des États-Unis, et que les États-Unis n'ont pas investi au moins 350 milliards de dollars, mais 120 sur ces 120, il y a, je suis allé voir, entre 60 et 70 milliards de dollars qui sont pour de l'armement et qui ont été dépensés à 100% sur le territoire américain. Donc voilà. Mais après, ça fait partie de cette stratégie, on en a parlé plusieurs fois, où il donne l'impression aux Américains, surtout les gens qui votent pour lui, que voilà, vous payez pour cette guerre, regardez, vous payez plus que l'Europe même, c'est terrible, il faut s'éloigner, et ça fait partie de ces discours qu'on voit depuis le début, de America First, et qu'il faut arrêter d'envoyer tout cet argent, votre argent, en Europe.
Exactement. Et du coup, tout cela a un impact sur la politique étrangère, du moins sur la perception de la politique étrangère de Donald Trump. Et ce sont des chiffres, hein, c'est un nouveau sondage qui sont assez intéressants, même si on le sait, hein, Cody vous le rappelle à chaque fois, que la politique étrangère n'est jamais, sauf en cas de conflit, c'est différent, surtout lorsqu'un conflit implique sur le terrain des soldats américains, donc on est vraiment dans un cas très précis, mais que la politique étrangère intéresse peu ou pas l'électeur américain. Mais donc vous allez voir en termes de foreign policy, ce sondage, Donald Trump a commencé son mandat en étant +2, Wow. hein, donc il était dans le positif. Et vous voyez que début mars, enquête Reuters, donc c'est le même institut, on est passé à du -13. Donc ça aussi, c'est la réalité de Donald Trump, parce que si vous allez sur les réseaux sociaux, y compris les réseaux sociaux français, vous avez l'impression que Donald Trump, que la politique Donald Trump est un triomphe, que cette politique triomphale est acclamée par les Américains. On voit qu'on est passé de +2 à -13. Et pourquoi je vous dis ça? Je l'ai posté hier, cette enquête hier dans Le Monde, petite parenthèse française, dans Le Monde, qui n'est pas une surprise, mais de le voir écrit comme je l'ai précisé hier sur X et surtout sur Blue Sky. C'est terrible, sur les médias de Bolloré, vous les connaissez bien, en expliquant que les médias du milliardaire Vincent Bolloré défendent désormais ouvertement la Russie. Hein, vous savez, ces personnes qui se nomment elles-mêmes les patriotes, qui utilisent la liberté d'expression et qui ont des médias. Je ne sais pas si vous avez vu la une du JDD, hein, qui appartient à Bolloré, dont le rédacteur en chef est l'ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, hebdomadaire d'extrême droite, qui contrôle Europe 1 maintenant, et des tas d'autres médias. Bolloré, comme on l'a vu en France, aux États-Unis, c'est exactement le même tournant. Hein, c'est pour ça que je vous en parle tout le temps, pour vous appeler à la vigilance, parce que ce sont les mêmes schémas que l'on a vécu aux États-Unis lorsque Rupert Murdoch a investi dans le New York Post, dans le Wall Street Journal et surtout dans Fox News, et ces médias sont devenus des chambres d'écho pour non seulement les thèmes républicains, mais en général les thèmes de la droite dure américaine. Vous avez exactement la même chose qui est en train de se passer. Ces parallèles sont fous à chaque fois, vraiment, Ouais. de voir comment les mêmes stratégies, les mêmes discours, on change juste la langue, que ce soit en français d'ailleurs, ou en allemand, ou n'importe quelle autre langue. Mais sinon, voilà, c'est comme s'il y avait la même stratégie, le même jeu joué de partout. Exactement. Et du coup, vous allez voir je crois que c'est le Financial Times qui a fait cette étude sur les droites européennes, en commençant par la droite américaine, parce que ce que vous avez avec Bolloré, c'est un positionnement où l'extrême droite d'abord, et l'extrême droite attire une partie de la droite vers ces thèmes extrémistes, et du coup, cette solidarité, ce soutien à Poutine, à la vision du monde de Poutine, ou en tout cas cette vision, cette solidarité vers les hommes forts, Poutine ou Trump. Et donc je vais vous montrer cette étude que j'ai trouvée extrêmement intéressante sur où placer sur l'échiquier politique des valeurs les partis de gauche et les partis de droite. Et vous voyez que désormais, la droite américaine, c'est le point rouge, est au niveau de la droite et donc des idées politiques russes. C'est un réalignement majeur de ces derniers temps. Hein. Vous voyez que vous avez la France et l'Italie qui restent encore, même si l'Italie est en train de glisser de plus en plus vers l'extrême droite, il y a un glissement des droites européennes
qui s'alignent en ce moment sur la droite américaine, la droite russe, celle de la Turquie, même la Chine et son statut de pays non démocratique est dépassé par cet élan vers la droite. Et je suis persuadé que dans les 2 prochaines années, en France, et c'est pour ça que vous devez être des sentinelles, et c'est pour ça que vous devez être des vaguelettes, ce mouvement va s'accélérer et cet échiquier va un petit peu encore plus glisser sur la droite. Je ne sais pas si tu en as pensé, Cody, mais j'ai trouvé que ce schéma était extrêmement intéressant. Comment est-ce que tu expliques que les mêmes gens qui ont voté pour Reagan et cette génération de républicains, de gens qui étaient vraiment fortement contre la Russie, en étant à droite, hein, c'est pas des gens qui sont venus de la gauche, mais des gens qui étaient de droite, qui étaient vraiment contre tout qui était le communisme, tout qui était la Russie. Comment est-ce qu'une partie de ce même électorat vote aujourd'hui pour Trump et qui sont tout à fait du côté de Poutine? C'est ça ce qui est fou, de se voir ce glissement de société où petit à petit on fait un 180 dans ce qu'on croit sans le dire. Parce que si tu leur demandais, est-ce que tu es communiste, est-ce que tu veux que ton pays ressemble à l'Union soviétique, ils diront tous non. Mais en réalité, ils votent et ils soutiennent des mouvements comme ça. La réponse, elle est un petit peu dans ce qu'on vient de voir avec Bolloré et ce qu'on a vu avec Murdoch aux États-Unis. Comment ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un glissement progressif parce que vos seules sources d'information vous incitent, sujet par sujet, que ce soit la guerre contre Noël ou les trans ou tout ce genre de choses qui sont gonflées, souvent créées par ces médias, qui vous font peu à peu glisser. Et donc c'est pour ça que vous avez le Parti républicain qui, effectivement, tu fais bien de le souligner, a été le parti de Ronald Reagan, qui aujourd'hui, je ne suis même pas persuadé qu'aujourd'hui Ronald Reagan serait républicain. Quand on voit ce qui se passe. Mais c'est ça notre réalité, c'est que l'époque Ronald Reagan, c'est il y a 45 ans. Ouais. Donc les gens qui ont voté Ronald Reagan, il y en a combien qui sont encore là pour ça? Et quand tu penses, en fait, si tu votes républicain aujourd'hui, si ça fait 15 ans que tu es dans le camp républicain, en fait, ça fait 15 ans que ta seule représentation de ce qui est un républicain, c'est Donald Trump. La dernière fois qu'on a eu un président républicain, c'était George Bush. Ça s'est fini ça en 2007-2008. Depuis, on est très loin de Reagan. Ouais, pour tout le monde de ma génération, les années Bush, c'était quand on était toujours dans nos couches culottes. Donc, tu vois, c'est pas vraiment un souvenir qu'on garde. Donc, c'est vrai que notre expérience politique, c'est vraiment... c'est Trump? C'est Trump, parce que McCain, il n'était pas devenu président. Donc, je me souviens de la campagne, je me souviens du nom McCain et tout ça. Mais c'est sûr que quand on pense de succès, la politique succès d'être républicain, malheureusement, c'est Donald Trump. Malheureusement, on est devenu un pays où il n'y a pas une droite normale, une gauche normale, où on peut dire, OK, il y a un point que j'aime plus ici, un point que j'aime par ici, t'as un fou furieux à droite et c'est l'option que t'as. C'est la seule option pour l'instant. Et donc, c'est intéressant de voir ce glissement à droite. Je vous ai montré, parce que vous voyez, dans cette partie sur Trumpland, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Je vous ai montré, par exemple, la perception de Donald Trump sur Thomas, tu vas nous remonter les chiffres, sur les choix de politique, de politique étrangère de Donald Trump, qui est passé de plus 2 à moins 13. Ça me permet, pourquoi je vous mets ça en avant? Parce que ça me permet de corriger cette perception, et encore une perception. C'est vrai que lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, et malheureusement maintenant sur certaines chaînes françaises comme C8 et LCI, sont des chaînes que je ne regarde pas. Je suis aux États-Unis, mais on m'envoie de temps en temps des extraits. Vous m'envoyez par moment des extraits.
Et donc, il y a cette idée que le retour de Donald Trump est un triomphe. Et donc, je vous ai choisi pour voir historiquement où on se trouve actuellement. C'était avant, ces chiffres datent d'avant le début du mois de mars, où on sait que suite à l'épisode Zelensky, suite aux nombreux licenciements orchestrés par Elon Musk, sa cote de popularité s'est encore effondrée. Je voudrais vous montrer historiquement où se trouve Donald Trump, hein, pour que lorsque vous avez des amis, lorsque vous avez des connaissances sur Facebook qui viennent vous expliquer non, mais regardez, Donald Trump, il n'a jamais été autant populaire. Ce que Donald Trump dit, je vais vous montrer ce qu'on appelle le job approval de Donald Trump et de tous les présidents des États-Unis à la même période, sur cette période clé des 100 jours. La ligne tout en bas, la dernière, c'est le premier mandat de Donald Trump. C'est le premier mandat de Donald Trump. Au-dessus, et qui est en train de croiser, hein, les courbes vont se croiser, c'est celle de Donald Trump aujourd'hui. Donc Donald Trump a 2 honneurs pour ses 100 premiers jours. Ça a été le pire président des États-Unis et désormais c'est le second pire président des États-Unis qui est en train de rattraper son ombre. On voit que même Joe Biden, qui est arrivé dans une position extrêmement compliquée avec le Big Lie, avec la gestion de la crise en Afghanistan, avec l'après-Covid, avec l'inflation, a fait mieux que Donald Trump. Et puis tout à l'heure... Il a perdu 5 points en total. Là, ce qui fait peur, c'est Donald Trump, les 2 fois, a commencé beaucoup plus haut que où il en est maintenant. Ah oui, il a décroché. Je n'ose pas dire que c'est une chute, mais c'est pas loin. Donc tu nous parlais de George Bush tout à l'heure, George W. On voit que même lui, hein, on a cette perception que il a été énormément critiqué. 11 septembre, après le 11 septembre, l'opération Desert Storm, l'Irak, la chute de Saddam Hussein, la naissance du terrorisme, ISIS, Daesh, etc. Vous voyez que même lui n'a pas chuté autant que Donald Trump. Donc voilà, donc je voulais vous montrer, ouais, exactement, il est premier en partant du bas, il faut l'inverser, mais je voulais vous montrer ça parce que je sais que c'est cette perception. Quand je discute avec des amis, lorsque je me promène sur les réseaux sociaux, y compris des réseaux sociaux qui ne sont pas pour parler de politique, hein, comme Facebook par exemple, vous avez ce sentiment que oui, non, mais attendez, Donald Trump il cartonne, l'Amérique est derrière lui. Historiquement, voilà, et Marie-Laetitia, j'ai vu aussi, non, ce n'est pas à l'envers. Tiens, notre maître du temps qui parle cette fois-ci de rapidité avec une belle ref à Lucky Luke, ouais, c'est exactement ça. Mais vous voyez où se trouve Donald Trump. L'Amérique de Donald Trump, c'est ça. L'Amérique de Donald Trump, c'est autre chose qui est encore plus dérangeant. On parlait de politique étrangère, c'est que désormais, l'Amérique est en train, avec Trump, de devenir le super vilain. Ça a été l'Amérique pendant presque des siècles, a d'abord surfé sur cette idée que c'était cette jeune nation qui s'était révoltée contre un roi qui avait mis cette constitution, la démocratie en avant. Hein, c'était quelque chose d'extrêmement porteur. Et puis après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui est né de l'après-Seconde Guerre mondiale pour les États-Unis, qui ont fait que les États-Unis se retrouvaient dans le camp du bien. Actuellement, c'est le contraire. Il y avait un article hier, dans ces jours derniers, sur ESPN. Donc ESPN, c'est une chaîne sportive, pour expliquer que événement international après événement international, les équipes sportives
américaine, alors que ça a toujours été le contraire, hein, les idoles de la Dream Team en passant par Steph Curry aux Jeux Olympiques, de dire, ben voilà, non, les équipes américaines sont en train de devenir les super vilains du sport, pas à cause des joueurs, mais parce que c'est une manière, on l'a vu au Canada, avec non seulement ce tournoi-là, mais également lors de soirées de catch WWE où on siffle l'hymne américain. Et donc il y a cette perception, et Donald Trump, qui, soyons clairs, n'en a rien à faire de la manière dont vous le voyez, n'en a rien à faire dans la manière dont vous pensez de sa politique et de ses choix, ne fait rien pour arranger ça. Je vais reprendre mes notes parce que je vais vous donner cette information. J'ai vu qu'elle commence à circuler sur les réseaux sociaux, donc je suis allé la vérifier parce qu'elle me paraissait tellement énorme que je me suis dit c'est un faux. D'accord, ce n'est pas un faux. Le 4 mars dernier, il y a 5 jours, il y a eu une tentative de résolution qui est passée à l'ONU pour que le 12 juillet, chaque année, devienne la journée internationale de l'espoir. The International Day of Hope. Il y a eu un vote. Il y a eu 161 pays qui ont voté pour. Il y a eu 4 pays qui se sont abstenus. Ces 4 pays sont l'Inde, le Pérou, le Paraguay et la Turquie. Ah bon? On va voir le tableau. Non, on va voir le tableau. Il y a eu un seul pays au monde. Un seul pays au monde qui a voté contre la journée internationale de l'espoir. Ce sont les États-Unis de Donald J. Trump. Vous avez la Russie qui a voté pour. Je pensais que les 4, ça la Chine, la Russie, les États-Unis et la Corée du Nord. La Chine a voté pour. Ouais. L'Ukraine a voté pour. La Russie, c'est la première fois, je pense, que ces dernières années que la Russie et l'Ukraine votent dans la même direction. Vous avez la Russie, vous avez l'Ukraine. Vous avez Israël et vous avez le Liban. C'est quand la dernière fois que Israël et le Liban ont voté pour la même chose? Non. Ils ont tous voté pour 4 abstentions, sauf un pays, les États-Unis. Et pourquoi les États-Unis se sont opposés? Parce que c'est trop woke. Exactement, à la journée internationale de l'espoir, parce qu'ils considèrent que cela fait partie des valeurs, ces fameux DEI, contre la discrimination, et va créer des opportunités pour tous, des concepts que Donald Trump souhaite éliminer. Voilà. C'est bien. Ça fait partie, bien sûr. L'espoir. Non, donc, quand je vous dis que en 1 mois et quelques jours, parce que Donald Trump, rappelons-le, on a l'impression qu'il est là depuis 107 ans, il est là depuis le 20 janvier. Nous sommes le 9 mars, depuis le 20 janvier. Regardez tout ce qu'il a détruit. Aujourd'hui, vous avez les États-Unis qui sont le seul pays au monde à voter contre la journée internationale de l'espoir. À tout de suite.
Déjà les 400 pouces, vous êtes vraiment en forme. Bravo Merci tout le beaucoup monde. tout le monde. On continue comme ça. Si vous n'avez pas encore mis votre pouce, c'est gratuit, ça prend 1 seconde et ça nous aide, ça aide toute la communauté. En parlant salut Théo, de l'espoir, mais pas pour tout le monde. C'est ça ce que ça veut dire. Oui, aux États-Unis, si c'est pas payé, c'est pas pour toi. Donc il y aura pas d'espoir. Non, t'as pas le droit. Non, c'est pas dans la commande. En fait, ce que tu veux dire, c'est du moment que tu ne peux pas l'acheter, voilà. T'as pas le droit. C'est gratuit. Exactement. Non, tu n'as pas le droit d'espérer. C'est ça. Lady Who qui dit vive la résistance. Merci beaucoup et merci pour ton soutien. On continue, Thomas, avec Manu. Vivement les 2 nouveaux emojis. Eh oui. À bientôt, Manu. La prochaine fois, il y aura les 2 nouveaux emojis. Moi, je suis impatient pour les emojis. Je sais ce qui arrive et c'est pas mal. Merci. Merci beaucoup, Isabella. Est en train de te prendre. Je sais, c'est fou. Tu sais quoi, je vais plier l'ordinateur, je vais m'en aller. Allez, vas-y, continue, Connie, vas-y. Merci à tout le monde. On continue avec les pouces. On est à 4 pouces dès 450. Ça va vite quand même, hein, quand ils sont motivés. Ça va vite. N'oubliez pas de vous abonner. Et on va recommencer une petite parenthèse de 45 minutes pour notre prochain dossier. Ouais, non, on continue à rester dans cette semaine. Je sais pas ce que vous pensez de la forme de prendre plein de petits sujets comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était une approche un petit peu plus différente qui était très hebdomadaire. Ça veut pas dire que la semaine prochaine, je ferai la même chose, mais je me suis régalé, si on peut le dire comme ça, dans la préparation de cette émission. Et puis, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 31 000 à nous suivre, à être abonné à cette chaîne. C'est complètement fou, on le répétera jamais assez. Lorsque nous avons créé ce podcast, qui était d'abord un podcast audio, le 20 décembre 2020, si on nous avait dit qu'on serait là à vous parler le 9 mars 2025, et que vous seriez plus de 31 000 personnes à être abonnées à cette chaîne, on vous aurait dit « Ouais, elle est bonne, tu prends quoi ?» Donc voilà. De la kétamine. De la kétamine. Oh, et c'est magnifique parce qu'on va parler de Elon Trump, j'allais dire. C'est pareil. Ça peut se passer. Il pourrait épouser. Il y en a assez, il y a du choix. Hein. Voilà. Il y a les photos de lui autour de la fille de. Non. Comment ça va. Oui, c'est Kay. Elle s'appelle. Donc, on va parler de Elon Musk. On va rester en politique étrangère pour vous montrer. Lorsque je vous disais que J.D. Vance, vous l'avez vu lorsqu'il est venu en Europe, lorsque il a attaqué Zelensky dans le bureau ovale et que Trump n'en a absolument rien à faire, et j'ai pas envie d'être vulgaire, mais vous voyez où je veux en aller, les mots que j'aimerais utiliser en absolument rien à faire de la perception, et que au contraire on assume ce rôle désormais de super vilain de pays détestés par le reste de la planète. Pourquoi ? Parce que ça plaît aussi à l'électorat de base. Moi, une des premières confrontations politiques que j'ai eues, je m'en souviens, avec des amis au Texas, des amis, vous allez me dire, ouais, mais c'est le Texas. Non, mais des amis dont un qui était avocat quand même, donc qui ont fait des études, etc. On parlait de Obama, c'était il y a très longtemps, Obama était encore président, et ils étaient virulemment contre Obama, parce que leur perception, qui était basée sur uniquement déjà Internet, plus les émissions de radio façon Rush Limbaugh et Fox News, c'était que Obama était faible, qu'il n'arrêtait pas de faire des courbettes aux puissances étrangères, et que l'Amérique devait être... Pardon ? C'est exactement ce qu'on a dit contre Biden. Wow. Ouais. Et que l'Amérique devait être forte. Et donc, Donald Trump, il sait que le monde, ce n'est pas le monde qui va voter en 2026, ce n'est pas le monde qu'il est installé au pouvoir en 2024, ce n'est pas le monde, ce n'est pas vous qui allez voter en 2028 s'il y a une élection. Et donc, résultat, on cultive ça. Je vais vous montrer ce tweet posté par Elon Musk. Aujourd'hui, je l'ai mis sur ma timeline. C'est le nouvel épisode de Elon Musk est un gros connard. Il n'y a pas d'autre mot. Transition. Et donc, voilà, c'est un
C'est un tweet du ministre des Affaires étrangères de la Pologne. Ministre des Affaires étrangères de la Pologne, qui remarque que la manière dont Elon Musk utilise Starlink comme un outil de chantage sur les démocraties et entre autres sur l'Ukraine, il dit non seulement c'est dégueulasse, mais en plus c'est nous, Polonais, qui payons jusqu'à 50 millions de dollars par an pour le système Starlink qui est utilisé en Ukraine. Hein. Ce n'est pas un cadeau. Contrairement à ce que vous allez lire sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un cadeau de Elon Musk. Et là, Elon Musk l'attaque. Il a le droit de ne pas être d'accord, hein, en expliquant que non seulement on ne peut pas passer sur Starlink, mais d'après lui, je ne sais pas, c'est vrai, personne ne le sait, Starlink coûte plus cher, mais regardez la manière. Il lui dit « Be quiet, small man ». Il parle au ministre des Affaires étrangères d'une nation européenne, de la Pologne, en disant « Tais-toi, petit. Tais-toi, petit ». Il faut savoir, je pense que c'est l'autre tweet et je suis allé vérifier, c'est vrai, que la Pologne, par habitant, contribue plus de son PIB à l'OTAN que les États-Unis. Hein, souvent, Trump, si vous l'écoutez, c'est le seul pays. Non, la Pologne, c'est un pays qui a toujours été extrêmement proche, depuis la chute évidemment du régime communiste, extrêmement proche des États-Unis, qui achète son armement aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, dans cette volonté, hein, ce n'est pas un hasard, dans cette volonté d'affaiblir l'Europe, on s'attaque à la Pologne. Comme on s'est attaqué et on joue la division en Angleterre, on a joué la division en Roumanie, on a joué la division en Allemagne. Maintenant, c'est la Pologne. Un par un, les Américains, Trump, Musk, Vance, s'attaquent aux pays européens. L'idée, c'est de créer ce monde tripartite où l'Europe est au second plan, où l'Europe n'existe pas, ou en tout cas n'existe plus dans la forme actuelle. Un monde dominé par la Russie de son côté, la Chine dans l'autre, je serais Taïwan, je serais extrêmement inquiet en ce moment, et puis les États-Unis, qui contrôleraient une partie de l'Europe, pourquoi pas le Canada, on va y revenir, le Groenland, Panama, donc une zone d'influence étendue des États-Unis. C'est la vision. Il faut que vous gardiez ça en tête en permanence, y compris lorsque Musk va commencer, et ça arrive, s'attaquer à la France, que l'idée, c'est de créer ces divisions pour affaiblir le pays, ouvrir la voie à des partis populistes qui, une fois au pouvoir, confisqueront les pouvoirs, on va y arriver. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer. Encore une fois, j'insiste, soyez vigilants. Mais la manière, on va revoir ce message de Elon Musk, traite un chef d'État en lui disant « Be quiet, small man », ce n'est pas un hasard. C'est quelqu'un qui est tous les jours, y compris le week-end, je vous montrerai des images plus tard, avec Donald Trump, qui a un accès direct à Donald Trump, plus qu'un accès, à une influence sur Donald Trump. Non, c'est ça, on a fait cette émission, on l'a mis en vidéo sur l'histoire derrière pourquoi Trump s'intéressait au Panama, l'histoire derrière cette idée de devenir un pays plus large, prendre du territoire. Quand tu vois comment Elon Musk s'est infiltré, on va dire, du côté américain, qui a déjà mis son argent d'influence du côté anglais, pareil en Allemagne avec comment est son soutien au AfD, c'est impossible d'ignorer que voilà, l'objectif c'est l'Europe. C'est impossible à ignorer. On est bien d'accord. En tout cas, voilà, donc je voulais faire cette petite parenthèse muskienne pour vous montrer ça.
J'imagine que c'est quelque chose qui va être dans l'actualité en Europe dans les heures qui arrivent, parce que c'est évidemment extrêmement grave, mais ce n'est pas le hasard. Alors, dans cette semaine trumpienne, dans cette semaine du Trumpland, on va maintenant regarder ce qui s'est passé. On a parlé beaucoup de politique étrangère. On va regarder ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous le savez, on vous en a parlé, il y a une épidémie de rougeole en ce moment qui a commencé au Texas, qui a fait 2 morts déjà, un au Texas, un au Nouveau-Mexique. Les 2 personnes n'étaient pas vaccinées. Les 2 personnes n'avaient pas des comorbidités. Donc voilà, ils sont tombés malades avec la rougeole et ils en sont morts. Donc si on a un petit peu entendu notre nouveau ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., qui dans le passé s'est opposé au vaccin de la rougeole, qui dans un premier temps a dit mais c'est pas grave, il y en a chaque année des épidémies de rougeole, c'est vraiment pas grave. Et puis après, dans un deuxième temps, ça n'a pas été trop mis en avant parce qu'il s'est fait descendre par une partie de l'électorat MAGA qui a incité les parents des zones où l'infection est en train de se propager, de faire vacciner leur enfant. Donc, non, c'est complètement fou. Le problème, c'est que l'épidémie, quand on vous en a parlé, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était 2 États. C'était le Texas et le Nouveau-Mexique. Aujourd'hui, et quand je vous dis aujourd'hui, c'est la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que depuis Doge, le bureau en charge de tenir ces statistiques n'existe plus. Donc les chiffres que nous avons arrivent avec énormément de retard. Énormément de retard. Et on n'est même pas certain qu'ils soient justes. On arrive à les obtenir en recoupant ce que l'équivalent des ministères de la Santé par État communiquent. Nous en sommes là. L'Amérique de Trump, c'est aussi ça. Et donc, aujourd'hui, on sait que l'épidémie de rougeole touche désormais 12 États. En 2 semaines, on est passé de 2 États à 12 États, dont la Floride. On se rend compte que ces pics d'épidémie touchent principalement des États rouges où il y avait une opposition très forte contre le vaccin. Et donc, nous sommes aujourd'hui, et encore une fois, ce sont des chiffres minimum de la semaine dernière. Dans la réalité, je vais vous expliquer pourquoi, à 222 personnes qui ont cette épidémie de rougeole. Pour que vous ayez une échelle, parce que ça veut dire quoi, 222 à l'échelle américaine, en 2024. Parce que, justement, Robert Kennedy, sa première réaction, ça a été de dire « ça arrive tout le temps ». Pour les 12 mois de l'année 2024, il y a eu 285 cas de rougeole aux États-Unis. Là, en 3 semaines, nous sommes à 222 et je suis persuadé que dans la réalité, vu le retard que nous avons sur ce chiffre-là, plus haut. nous l'avons dépassé et que donc l'épidémie de rougeole de 2025 sera plus importante que celle, il y en avait plusieurs, en 2024. Et du coup, on a une solution. Cody, on a une solution. On a une solution. C'est quoi, parce que la dernière fois que Trump a proposé des solutions, c'était assez créatif. Je me demande ce que ça pourrait être cette fois. C'est Trump qui présente la solution. Non, c'est pas Trump. Rassure-moi. Non. C'est pas Trump. Ce n'est pas non plus. On parle de science là, Cody. Oui. Donc, on exactement. Parle de quelqu'un qui se connaît en météo, je crois. Exactement. Une experte en météo, bon, tu vas me dire, c'est de la science. Et également aussi, on a appris, petite parenthèse, que aujourd'hui, il y a eu tellement d'employés de virer au niveau de du National Weather Service, donc de l'organisme national qui surveille les tempêtes, les ouragans, les catastrophes naturelles, qui essayent de les prévenir pour sauver la population. Que finalement, il n'y a plus assez de personnes pour faire ce travail-là.
c'est une réalité de l'Amérique de Trump, celle que Cyril Hanouna vous présente sur TPMP pour vous expliquer que en fait, la France a besoin d'un Donald Trump et que c'est formidable ce qui est en train de se passer. Et donc, pour revenir du côté, et oui, Eric, du côté de la météo, nous avons droit à la plus grande scientifique, prix Nobel de sciences, un top de la recherche, parmi les meilleurs, dans le top 5, top 3 peut-être même, qui nous a donné sa solution via Twitter, et on plaisante, mais c'est extrêmement grave, et donc elle propose... non, pas d'ours mort sur un vélo le soir. Ça, il y a des gens qui suivent. Très beau, très très bien. Rossato, belle ref à RFK. Bah tiens, Rossato, pour la ref RFK Junior. Je suis là, Cody, tu rentres en contact et boum. Donc, Marjorie Taylor Greene. Eh oui, mais Marjorie Taylor Greene propose l'organisation de parties de fêtes pour les enfants, de fêtes rougeoles. L'idée, c'est d'organiser, en tant que parent, vous avez des enfants non vaccinés, dont un qui est malade, qui a la rougeole, c'est que vous organisez une fête où vous faites venir le petit qui est malade, autour de lui, il y a d'autres petits qui jouent, va jouer, va contaminer les autres, et comme ça, à terme, on pense que le virus disparaîtra. Donc voilà, j'espère de tout cœur que dans les 4 prochaines années, il n'y a pas une épidémie majeure qui va toucher les États-Unis parce que on est très mal. Et oui, Yann, c'est exactement une des solutions qui avait été proposée pour lutter contre la Covid. Donc voilà, donc ça, c'est Marjorie Taylor Greene. Il y a une autre, et vous allez voir, on va moins rigoler. Une autre personnalité de la droite MAGA qui est devenue emblématique et qui essaye d'exister tous les jours, avant de parler voilà. Non, d'après toi, de qui? Il y a du choix. Ce que tu décris, il y en a plein. Non, mais une dont on a parlé plusieurs fois. Est-ce qu'on parle de Ice Barbie De Ice Barbie, voilà. Exactement, de Christine Home. Avant de voir Christine Home, on va regarder cette une qui résume bien cette semaine de Donald Trump, cette une du Drudge Report, qui est super dure, en disant que, on va en parler tout à l'heure, que la situation économique est de pire en pire aux États-Unis, et que pendant ce temps, Donald Trump joue au golf. Il a fait 3 week-ends sur 4 à jouer au golf en Floride. Donc voilà, on va revenir sur tout ça. On fait une petite pause et puis on va aller voir du côté du Department of Homeland Security avec les nouvelles aventures de notre Ice Barbie. La dernière fois, c'était les 400 pouces. Cette fois, 515. Vous êtes vraiment, vraiment incroyable. Je sais qu'on se répète, mais c'est pas normal de voir ces chiffres jour après jour. Merci beaucoup. On continue comme ça. Un énorme, vraiment une tournée de merci pour Claude et tous ces super chats avant l'émission, après l'émission, pendant l'émission, toujours merci présent. Claude. Merci beaucoup. Merci Claude. Et puis Claude, comme nos amis du Québec, je sais que vous vous intéressez à tout ça, mais ne vous inquiétez pas, on arrive très vite à notre partie consacrée sur la résistance canadienne. Vas-y Cody, je te rends la parole. Oh Augustos, merci beaucoup. On parle d'empereur, on parle de tout ça. Le voilà, il est là parmi nous. Merci d'être là avec nous et merci pour ton soutien. Copero, Midas, changer tout en or. Midas. Trump, c'est l'anti-Midas. Merci beaucoup. Exactement. Et c'est vrai, tout ce qui touche Trump meurt. Voilà. Boum, c'est parti.
On vous a souvent parlé de Kristi Noem, cette ancienne gouverneure du Sud-Dakota, qui était une des favorites pour se retrouver sur le ticket de Donald Trump en 2024. Et puis, vous le savez, vous avez vécu ça, elle a publié ses mémoires. C'était une étape obligée avant d'être une candidate, où elle a révélé comment elle avait abattu elle-même un jeune chien de sa fille. Oui. Ce qui a un petit peu tué sa carrière. Donc, bon, elle n'a pas été finalement candidate avec Donald Trump, mais elle est réapparue dans le gouvernement Trump. Elle est désormais en charge du DHS, du Department of Homeland Security, donc du ministère de l'Intérieur aux États-Unis. Et depuis, on vous a montré des tas d'images. Elle se met tous les jours en scène, maquillage et cheveux en avant sur des lieux d'opération. On va vous montrer, avant de parler de plus sérieux et de complètement fou, on va vous montrer ces 2 dernières opérations. Voilà, vas-y, où elle est sur le terrain à l'aube, il fait encore nuit derrière. Et elle explique qu'elle va aller attaquer des trafiquants de drogue. Ouais, non, vraiment, c'est pas des blagues. Vas-y. This morning we're going after MS-13 gang members, 18th Street gang members, bad dudes getting them off the street. Thanks to all these officers putting their lives at risk to work in our task forces to make our streets safe. Voilà, et comme ça suffisait pas, elle nous en a fait une deuxième de vidéo. Elle s'est dit non, il n'y a pas assez de militaires autour de moi. Oui. Justement, on va parler 2 secondes. Tiens, je fais une parenthèse sur cette image-là et sur d'autres où on voit qu'elle a des boucles d'oreilles, etc. Si vous discutez avec n'importe quel militaire, qu'il soit pro ou contre Trump, avec n'importe quel policier, il vous dira que ce que vous voyez là, c'est interdit. C'est interdit par les codes sur le terrain. Lorsque vous êtes une femme, on vous demande d'attacher vos cheveux, ou d'avoir les cheveux courts. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas qu'un agresseur vous attrape par les cheveux ou que votre arme s'en mêle dans vos cheveux. Juste pour voir. Parce que là, on dirait qu'elle passe un peu de temps avec Kash Patel. Je crois que niveau yeux, on a quand même du lourd côté MAGA. Et c'est à 6h du matin. Je te dis pas depuis quand elle doit être sur le pont pour créer cette image. Tu peux nous montrer cette autre vidéo où en plus il y a tout un vocabulaire. Comme tu l'as dit, elle nous parle de gang. Ouais. Et là maintenant, elle va mettre les soldats en avant en expliquant que ce sont des... rockstars. We're going after MS-13 gang members, 18th Street gang members this morning. These guys are rock stars, making our streets safe. On dirait qu'il n'y a personne qui veut être là quand ils sont tous là. Bon, ça va, il est 6h du matin, on est là depuis minuit, on veut rentrer. Ouais, c'est l'utilisation de soldats comme prop, ce qui normalement... Bon, là, c'est des policiers. Normalement, n'est pas autorisé, mais ça, il y a longtemps que cette limite a été franchie. On l'a vu à Arlington, exactement. Donc, le problème avec ça, c'est que elle est tous les jours, vraiment. Donc, si elle est tous les jours, c'est que ça doit fonctionner quelque part envers son électorat, j'imagine. Où elle doit avoir des sondages particuliers sur sa cote de popularité et elle s'est rendue compte qu'elle est passée de 2% à 5%. Je n'en sais rien. Donc, elle fait ça tous les jours. Mais, dans le même temps, les chiffres, les vrais chiffres, les chiffres de ces fameuses... j'allais dire rafles, on n'en est pas loin, mais de ces fameuses arrestations et expulsions d'étrangers, qui était le thème numéro 1, le Mass Deportation Now, le thème numéro 1 de la campagne Trump, les chiffres sont plus faibles que ce qui se passait sous la présidence Biden. Donc les chiffres sont pas bons. Donc depuis des semaines, on essaye d'expliquer ça de plein de manières différentes du côté de Tom Homan et de Kristi Noem pour justifier ces mauvais chiffres. Et depuis quelques jours, on a trouvé quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui en fait est du recyclage de quelque chose qui a été utilisé il y a un mois, mais qui n'a pas été pris par la presse. Donc on réessaye de le remettre en avant.
Vous allez voir ça dans quelques secondes. L'idée, c'est de dire, si on n'arrête personne, ou en tout cas si on n'arrête pas suffisamment de monde, c'est parce qu'il y a des traîtres au sein du département de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur, qui contactent les médias pour leur dire, demain, il va y avoir une opération armée, comme on vient de le voir, à tel ou tel endroit. Les médias publient l'information, ce qui n'est pas le cas, mais c'est la théorie mise en avant par Kristi Noem. Et du coup, l'opération, quand la police arrive, il n'y a plus personne parce qu'il y a des traîtres. Vous voulez vraiment la série Netflix sont là, hein? Ouais. Exactement. Mais je pensais qu'ils avaient viré tout le monde. Je pensais que tous les gens qui étaient là, c'était des bons. Ouais, non. Il y a des menteurs. Ils ont viré tout le monde sauf les mauvais. Ouais, mais non, c'est encore mieux. Non, c'est encore mieux, mais c'est parce qu'en fait, on lui ment. Et donc, Kristi Noem, et ce n'est pas une blague, et c'est vrai que ça nous fait rire, c'est Netflix, mais c'est d'une gravité sans nom, a désormais décidé de faire passer les employés du ministère de l'Intérieur au détecteur de mensonges pour faire la chasse aux traîtres. Ce n'est pas une blague. On a donc, voilà, ça c'est aujourd'hui pour dire que voilà, ils ont commencé parce que, et donc vous voyez, ils blâment donc les mauvais chiffres de ICE sur le fait qu'il y a des traîtres. Et donc, dorénavant, alors le détecteur de mensonges, c'est particulier aux États-Unis. Dans le cadre du DHS, il est utilisé normalement au moment de votre emploi. Vous allez avoir ces positions extrêmement sensibles. Il y a une enquête qui est faite sur vous pour voir si vous avez des dettes, pour voir si vous êtes sensible à être manipulé par une puissance étrangère. Et on vous fait, pas systématiquement, mais on peut vous faire passer au détecteur de mensonges s'il y a un doute ou si vous le demandez parce qu'on vous a refusé. Là, on a pour la première fois dans l'histoire des États-Unis le détecteur de mensonges avec tout ce que cela entend en termes de fiabilité. C'est bien de le souligner parce que c'est une fiabilité qui est loin d'être établie. C'est pour ça d'ailleurs qu'au niveau de la justice, ce n'est pas accepté. Mais bon, dans tous les cas, c'est la première fois aux États-Unis que l'on commence à utiliser le détecteur de mensonges pour mesurer la fidélité aux idéaux mis en avant par Donald Trump. Au-delà du fait choquant des blagues que l'on peut faire, et il y en a plein, nous en sommes là. On vire, comme Cody vient de le rappeler, énormément d'employés. On va revenir sur la purge qui a eu lieu vendredi soir encore, parce que tous les vendredis soirs, il y a une purge. Donc, on vire les employés dont on pense qu'ils vont nous empêcher d'installer notre politique. Et puis, maintenant, on vient de franchir un nouveau pas dans l'horreur, c'est-à-dire qu'on va passer les employés n'importe quand, imaginez ça, n'importe quand, à n'importe quel moment, vous pouvez avoir un groupe d'enquête qui arrive et qui vous demande de vous passer au détecteur de mensonges. Donc c'est quelque chose, on va le voir, qui vient de commencer début du mois de mars. On avait déjà essayé du côté de Kristi Noem cette idée-là. On a un papier de Bloomberg qui date du début du mois de février. Donc vous le voyez, c'était le 18 février. Ça n'avait pas eu vraiment de succès, donc c'est revenu à la mode. Et parce que nous sommes dans une série de Netflix, vous faites bien de le souligner, Kristi Noem a fait une vidéo où elle nous donne des résultats. Évidemment, des résultats que personne peut aller vérifier, en expliquant qu'ils ont identifié les deux traîtres du département
du Homeland Security, ceux qui donnent les informations aux médias. Donc tu veux me dire que dans tout le pays, où il y a des illégaux partout, dans tout le pays, dans les 50 États, il y a 2 personnes qui arrivent à faire qu'à chaque fois qu'il y a censé avoir une intervention, ces 2 personnes-là contactent ces gens-là et font que l'opération foire. C'est ça ce qu'on est en train de dire. C'est pas moi qui le dis. C'est- Christy Nolan. Écoutons Christy Noem. Everyone, I wanted to give you a quick update. We have identified 2 leakers of information here at the Department of Homeland Security who have been telling individuals about our operations and putting law enforcement lives in jeopardy. We plan to prosecute these 2 individuals and hold them accountable for what they've done. And we're going to continue to do all that we can to keep America safe. Donc voilà, dans son salon, elle nous explique qu'ils viennent d'identifier 2 personnes, des leakers, donc c'est ça, hein, Thomas, qui fuitaient les informations et que donc maintenant ils vont les traîner devant les tribunaux. Au-delà du côté ridicule de tout ça, de la mise en scène, c'est encore une fois la manière dont une démocratie meurt. Je ne sais pas, Thomas, s'il y a quelque chose à ajouter sur ce sujet, mais c'est extrêmement perturbant. Oui, c'est perturbant, c'est hypocrite quand on pense à soi-disant les valeurs et c'est fou. Sincèrement, on se croit en Chine, on se croit. Il y a plusieurs personnes dans le chat qui ont fait référence à du Orwell. Voilà, et avec tout ce qui se passe, on n'en parle même pas vraiment parce que il y a trop de choses qui se passent. Nous sommes bien d'accord. Et la prochaine histoire, justement, va aller dans ce même sens-là. On va le faire rapidement. Je vous ai raconté que vendredi, il y a eu la purge habituelle dans la nuit. Hein, maintenant, vous connaissez ça, qui est le Friday News Dump. Le moment où les médias, tout le monde est en week-end, où tout le monde dort. Et donc, on s'est rendu compte que c'est cette fois-ci au niveau du département de la justice. Thomas, si tu peux nous mettre, il y a eu cette purge avec le renvoi des responsables de ce qu'on appelle la National Security Division du département de la justice. Alors, la National Security Division, c'est une division clé du département de la justice. C'est eux qui sont en liaison avec les différentes agences de renseignement aux États-Unis, comme le FBI, mais pas que. Ça veut dire quoi? C'est eux qui, par exemple, coordonnent tout ce qui est enquête sur la menace terroriste. Et la menace terroriste aux États-Unis, ne l'oublions jamais, avant la menace islamiste, la première menace terroriste aux États-Unis, c'est de la menace intérieure, les suprémacistes blancs. Et donc, les 3 personnes qui étaient en charge, c'est des fonctions, il faut le préciser, qui sont complètement apolitiques. C'est des gens qui sont en poste depuis des dizaines d'années, qui passent justement, c'est pour ça qu'on les garde, pour qu'ils ne représentent pas une couleur politique. Et donc, ils sont là sous une présidence républicaine, sous une présidence démocrate, et ils ne sont jamais renvoyés par un nouveau président. Mais du côté de Donald Trump, on a décidé que ce n'était pas la norme et qu'eux, ils n'allaient pas suivre la norme et qu'ils voulaient, à ces places clés, hein, donc de ces 3 responsables de la National Security Division, ils voulaient des hommes à eux qui seront fidèles, encore une fois, non pas à la Constitution des États-Unis, mais aux demandes de Donald Trump ou de Elon Musk, ça dépend de quel président on parle. Et en tout cas, voilà. Et donc, Pam Bondi, qui est donc notre nouvelle ministre de la Justice, ancienne avocate de Donald Trump, dont on voit ici, lors de la prestation de serment, on n'oubliera pas que c'est quelqu'un en particulier qui s'est déplacé de la Cour suprême pour venir lui faire prêter serment et que c'est évidemment, vous l'avez reconnu, Clarence Thomas. Ouais. Habillé en costume MAGA quand même. Ouais, en plus. En uniforme. Entre corrompus, on se reconnaît. Et donc, c'est Pam Bondi qui a fait passer
cet ordre-là donc purge. Tout à l'heure, Thomas, là, il y a quelques minutes, nous disais que le chat mettait en avant le côté orwellien de la chose, le côté dictature, Chine, Corée du Nord. On vous a fait un sujet d'ailleurs, hein, que Thomas, tu as mis en ligne sur cet aspect Corée du Nord. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin lorsqu'on voit ce qui s'est passé cette semaine au niveau du Kennedy Center. Donc on s'en rappelle, le Kennedy Center, c'est le cœur de la culture aux États-Unis. Donald Trump a viré tout le monde pour mettre en place non seulement un board de fidèles, mais se placer lui, hein, c'est une première, à la tête du Kennedy Center. Ces derniers temps, il devait se dire que c'était sûrement pas assez trumpien. Il vient de nommer 2 nouvelles personnalités comme membres du Kennedy Center. Vous allez voir, ce n'est pas des blagues. Ce sont Laura Ingraham et Maria Bartiromo qui sont 2 présentatrices de Fox. Fox News. Ça m'étonne ça. J'aurais peut-être dit CNN ou MSNBC, quelque chose comme ça. Non, ils sont connus pour la culture, les arts, la musique. Exactement, et c'est du coup pour ça, du moins c'est une des raisons qui a fait que le producteur de Hamilton, hein, cette pièce, cette comédie musicale qui a énormément de succès aux États-Unis, qui a commencé sa carrière justement, qui était passé sous la première administration Trump, qui était passé par le Kennedy Center, qui, suite à cette purge politique, a décidé que les représentations qui étaient prévues pour le mois de mars, peut-être le mois de mars de l'année prochaine, je m'en rappelle plus, mais en tout cas que les représentations prévues de Hamilton au Kennedy Center étaient annulées. Donc voilà, c'était pour le 2026. C'est un des problèmes. On a entendu récemment sur Fox News la personne, Rich Grenell, qui gère tout ça en direct, parce que Trump n'a pas le temps, il joue au golf. Oui. Et donc, qui a expliqué qu'ils n'arrivaient pas à monter de spectacle, à part qu'il allait y avoir des lectures de Bill O'Reilly et la chorale des prisonniers du 6 janvier. Ils ont qu'à demander à Kid Rock de repasser aussi. Ouais, voilà, c'est à peu près tout. Évidemment, l'aspect le plus important, et on va conclure sur cette partie-là, c'est l'économie. Et vous allez voir comment on est dans une situation complètement folle. On vient de vous parler d'une journaliste de Fox News, une présentatrice de Fox News qui vient d'être nommée par Trump donc ça, il a annoncé ça il y a 3 jours. Elle est nommée donc parmi le board du centre Kennedy, et aujourd'hui elle exerçait son métier de journaliste en interviewant Donald Trump. Wow. Donc vous imaginez les questions. On va l'écouter justement sur ces risques de récession, et vous allez voir. Now I want to ask you about Ukraine and the blow up the other day with Zelensky. Let me stay on the economy for a moment, because there are rising worries about a slowdown. You've got the Atlanta Federal Reserve saying we're going to have a contraction in the first quarter. Look, I know that you inherited a mess, and you said that the other night. I've only been here, but are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition, because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to America. That's a big thing. And there are always periods of, it takes a little time. It takes a little time. But I think it should be great for us. I mean, I think it should be great. It's going to be great ultimately for the farmer. You know, don't forget, J'adore quand on pose une question à Donald Trump et que cette question, on l'enrobe dans ce truc. J'ai une question un petit peu difficile à vous poser, Monsieur le Président, mais je tiens à préciser, c'est pas de votre faute. Hein. Oui. Vous avez hérité, alors que c'est exactement le contraire. On peut accuser Biden d'énormément de choses, mais il avait réussi à redresser l'économie, et tous les observateurs de droite et de gauche
spécialistes en économie avaient dit que justement Donald Trump a hérité d'une situation économique stable. Et là, on dit non, mais quand même, soyons justes. Je vais vous poser une question un petit peu difficile à laquelle vous n'allez pas vraiment répondre d'ailleurs. Mais c'est pas de votre faute. Et toute l'interview est comme ça. On a un autre moment où Donald Trump utilise cette nouvelle langue, cette nouveau mot-clé pour expliquer que les Américains vont souffrir leur mère. C'est le mot disruption. Dire voilà, il va y avoir un petit dérèglement. Le petit dérèglement, c'est que vous allez plus avoir d'argent. C'est parti. They didn't buy any longer. Yeah, because there was nobody to call them. I used to call President Xi. I said, you got to do me a favor. You got to, live up to that agreement. And he was great. He did. Before you came into the Oval Office the first time, you were a very successful businessman, very successful real estate executive. And a lot of people said, oh, this is the business president. This is it. He's watching the stock market. He knows all about, he doesn't want the market to go down. And now we've got tariffs and the market has been going down. Well, not much. I mean, in all fairness, you said, look, we're going to have a disruption, but we're okay with that. Is that what you meant? The stock market going down was the disruption? What other disruption were you alluding to? Look, what I have to do is build a strong country. You can't really watch the stock market. If you look at China, they have a 100-year perspective. We have a quarter. We go by quarters. That's true. And you can't go by that. You have to do what's right. What we're doing is we're building a tremendous foundation for the future. Tremendous foundation. Donc pendant la présidence Biden, c'était regarder le marché, c'était mieux quand c'était moi et tout ça. Et maintenant c'est mais le marché ne compte pas. Hein. Ouais, exactement. C'est pas important. La bourse ne compte pas. Mais bon, encore une fois, l'enrobage de la question en disant non, mais quand vous étiez un homme d'affaires, l'homme succès, etc., chaque fois c'est impacté. C'est aussi ça. Tout à l'heure, quand on vous montrait le risque de Bolloré, c'est ça. C'est exactement ce genre de choses. Dans le même temps, Warren Buffett, l'oracle de Omaha, qui a 94 ans, lui, il est sorti de son silence et ça va en écho évidemment avec le Canada pour expliquer très clairement ce qu'étaient les fameux tariffs de Donald Trump. Et il explique que c'est un acte de guerre d'une certaine manière et que à la fin dans la réalité rapidement ça devient une taxe sur les biens. D'ailleurs dans l'interview il explique que ce n'est pas la fée ou la petite souris qui va payer ça, c'est le consommateur. C'est le consommateur américain. J'avais plusieurs illustrations pour vous montrer ce qui est en train de se passer, qui résume assez bien justement, en parlant de notre ami, c'est en introduction, en parlant de notre ami David Le Castor. Donc voilà, Donald Trump qui veut assommer le Canada, mais en fait c'est l'Amérique qui s'en prend plein la tête. Le mur, c'était important pour Donald Trump, mais il est en train de construire un autre mur. Voilà, ça il est extraordinaire. Ça, le mur est enfin construit. C'est pas forcément le bon. Je rigole, mais je devrais pas. Ça ne va pas bien se terminer en scénario catastrophe. Parce que c'est nous là, c'est nous. Oui, on est dans le camion là. Dans le camion, exactement. En scénario catastrophe, il y a aussi celui-ci où il est en train de nourrir l'inflation. Hommage aux cinquantenaires des Dents de la Mer. Oui, et surtout Trump et son speech à Vegas où il est parti en vrille sur les requins et la batterie électrique du bateau. Exactement, on y est en plein temps. Je vous avais sélectionné aussi cette petite carte pour vous montrer c'est quoi la réalité de ces frais douaniers supplémentaires et comment ça impacte le consommateur. C'est que vous voyez par exemple pour une fabrication d'une partie, les pistons pour fabriquer un moteur au Michigan, c'est l'étape numéro 5. Il va y avoir 2 passages à la frontière et donc à chaque fois des tarifs douaniers. Et c'est pour ça qu'à la fin, c'est encore plus que ces fameux 25% de taxes que le consommateur
Le consommateur va payer. Donc Donald Trump trouve des excuses. Il nous a expliqué que c'était pas vraiment de sa faute, que ça avait juste un petit peu baissé, etc., etc. Et puis il met en avant, évidemment, c'est la faute des démocrates. D'ailleurs, c'est tellement la faute des démocrates que c'est fort possible que dans les prochains jours, il y ait un shutdown du gouvernement américain. Et il est en train de préparer le terrain. En une semaine, il a posté 2 messages dans ce sens-là, en expliquant que les démocrates vont créer le shutdown, vont refuser pour des raisons politiques, de financer le budget de Donald Trump. Alors, on va faire très rapidement, je vous le promets, un petit peu d'arithmétique, pour le coup, de mathématiques. Je sais que c'est un très très haut niveau, mais Donald Trump est un génie stable, donc il devrait résoudre ça. La dernière fois que j'ai vérifié, au Sénat, le Parti républicain avait la majorité. À la Chambre des représentants, le Parti républicain avait la majorité. Donc, que l'on m'explique comment un parti qui est minoritaire, mathématiquement, peut entraîner un shutdown. La réalité, c'est que on sait que certains républicains vont refuser de voter le budget Trump, et que donc, il a besoin de votes démocrates, que les démocrates ne vont pas lui donner. Et donc, il dit non, mais c'est la faute des démocrates. On en est là. C'est des maths, je sais, extrêmement compliquées. Et il a J.D. Vance au Sénat au cas où que c'est 50-50, il gagne. Exactement, tu fais bien de le souligner. Donc voilà, donc, on est en plein de monde parallèle où, lorsque Donald Trump est dans l'opposition, c'est la faute des démocrates. Et lorsque Donald Trump est président, c'est la faute des démocrates. C'est pas mal comme concept. C'est simple, c'est jamais de sa faute. C'est pas compliqué, c'est une analyse extrêmement d'expertise US de dire voilà, c'est jamais de la faute de Donald Trump. On pourrait ouvrir un compte Twitter toujours, la faute des démocrates. Breaking news, c'est encore la faute des démocrates aujourd'hui. Exactement. Bon allez, on fait une petite pause et puis on ouvre notre journal des vaguelettes. Préparez vos emojis.